Alors, sur cette première séquence de l'après-midi, on va parler beaucoup de l'impôt. D'accord. Vous allez voir, le contexte de travail, mais pas que. Il y a une réflexion sur la méthodologie et puis une réflexion sur le lien au sens large, hein, plus ou moins causal ou pas, entre les indicateurs linguistiques et puis les effets sur les relations, les comportements. Donc, vous allez voir un ensemble de communication qui reste assez varié et assez représentatif de ce qu'on voulait développer dans ces 2 jours. Prêt ? C'est parti, donc. Bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Nous allons vous présenter donc, le rôle des structures clivées, du nombre de mots, des pronoms dans le choix du recrutement d'un candidat et son explication. Donc, c'est une étude que j'ai réalisée avec mon encadrante de thèse, professeur Agnoletti. Et nous sommes de la TILF à l'Université de Lorraine. Donc, tout d'abord, nous allons donner quelques éléments théoriques. Donc, il faut savoir qu'il y a eu de nombreuses recherches qui ont porté sur l'étude de la discrimination au recrutement. Donc, ces dernières, elles ont particulièrement porté sur le taux de rappel pour un entretien d'embauche. Mais en France, donc, le cadre légal il a évolué et les discriminations au recrutement liées à plusieurs critères, comme celui d'orientation sexuelle, ne sont plus permises. Et donc, il va y avoir un ensemble de normes, de nouvelles normes d'égalité qui vont émerger. Et pour se montrer socialement positif, les gens, finalement, ils vont s'y conformer. Donc, le taux de rappel pour un entretien n'est peut-être plus un indicateur fiable de la discrimination. C'est-à-dire que la discrimination peut ne pas s'exprimer dans le taux de rappel pour un entretien et être flagrante, mais se manifester dans le contenu d'une explication, d'une décision de recrutement. Par exemple, donc Ndobo et Gardère, ils ont montré que l'on emploie davantage de verbes statifs, d'état pour un candidat de l'exocatégorie et des verbes factifs, donc des verbes d'action pour un candidat de notre catégorie. Donc, dans la continuité des travaux de Ndobo ainsi que de ceux de Giglione, nous avons conduit une première étude qui portait sur le contenu d'une proposition d'entretien et son explication. Donc, nous avons présenté donc, à des participants tout venant l'histoire d'un tri de CV et nous leur avons demandé donc, de sélectionner un candidat parmi les 2 qui étaient présentés et également de le justifier à l'écrit. Eh bien, les résultats ils nous montrent que la manière dont on formule une proposition d'entretien ainsi que la catégorie du candidat choisi influence l'emploi des formes langagières employées dans les explications. Par exemple, si on formule une proposition d'entretien par une structure clivée, eh bien, les répondants ils emploient davantage de connecteurs d'addition pour un candidat de l'endocatégorie et des connecteurs d'opposition comparaison pour un candidat de l'exocatégorie. En revanche, s'il la formule par une structure non clivée, eh bien, l'emploi des indicateurs langagiers est neutre. En d'autres termes, le biais pro-endocatégorie émerge uniquement quand la proposition d'entretien est formulée par une structure clivée. Et donc cela nous a conduit à poser différentes questions. Donc d'abord, selon Castel et Lacassagne, eh bien l'asymétrie, c'est-à-dire la position dominante des sujets et dominée des cibles, induit des traitements différenciés comme de la discrimination. Or, pour Downing, eh bien, les marqueurs d'évidence, donc tels que les structures clivées, eh bien, ils permettent de rendre compte d'une position dominante. La première question est finalement de savoir est-ce que les structures clivées employées dans une proposition d'entretien renvoient à une position dominante. Ensuite, il existe d'autres indicateurs langagiers qui permettent de rendre compte de la position des cibles et des sujets. Par exemple, employer un nombre de mots élevé, ainsi que le pronom de la 3e personne du singulier renvoie à une position dominée de la cible par rapport à soi. En revanche, donc l'emploi de la 1re personne du singulier renvoie à une position dominante de soi par rapport à autrui. Enfin, donc employer la position d'actant, c'est-à-dire de sujet par exemple, renvoie à une position dominante, alors que la position d'acté, celle de complément d'objet, renvoie davantage à une position dominée. Donc la question est de savoir si ces indicateurs langagiers sont employés différemment selon les candidats et la manière dont on
formule une proposition d'entretien. Et c'est particulièrement à ces questions que nous souhaitons répondre en interrogeant des recruteurs et des non-recruteurs. Donc l'objectif des 3 études que nous allons présenter est d'examiner dans quelle mesure l'emploi de certains indicateurs langagiers rend compte des rapports de domination dans le contenu d'une proposition d'entretien et son explication à propos d'un candidat de Lando versus exocatégorie, et ce auprès de répondants recruteurs et non-recruteurs. Donc nous avons d'abord réalisé une première étude finalement pour évaluer le degré de domination perçue à propos de la position du recruteur selon la manière dont il formule une proposition d'entretien. Pour cela, nous avons interrogé 250 personnes. Nous avons préenregistré le protocole expérimental et donc dans celui-ci, on présentait donc aux répondants l'histoire donc d'un recrutement. Et donc les recruteurs, eh bien, il y avait différents recruteurs finalement qui proposaient un entretien et ils employaient différentes phrases, telles qu'une structure clivée versus une structure non clivée. Et nous évaluons le degré de domination avec une échelle de Likert en 5 points. Donc les résultats, ils montrent que la manière de formuler une proposition d'entretien influence le degré de domination perçu concernant la position du recruteur. C'est-à-dire qu'un recruteur qui formule une proposition d'entretien par une structure clivée est perçu en position plus dominante qu'un recruteur qui formule une proposition d'entretien par une structure non clivée. Donc, concernant la deuxième étude que nous avons également préenregistrée, nous avions un total de 94 répondants recruteurs. Donc, nous leur avons présenté donc, le récit d'un tri de CV pour un poste d'employé polyvalent. Et il y avait 2 candidats. Et le CV de ces candidats accompagnait finalement cette présentation. Nos variables indépendantes étaient la catégorie du candidat choisi, donc en 2 catégories, hétérosexuel, exocatégorie, homosexuel, ainsi que la modalité d'expression de la proposition d'entretien, structure clivée versus non clivée. Et nos variables dépendantes étaient donc le nombre de mots et de pronoms, que nous avons obtenu ces données-là en demandant aux répondants de choisir un candidat et de le justifier à l'écrit. Donc les données, elles montrent un effet de la catégorie du candidat ainsi que de la modalité d'expression dans la proposition d'entretien sur le rang moyen de mots employés dans l'explication de la proposition d'entretien. C'est-à-dire que le rang moyen de mots, il est moins élevé pour une proposition formulée par une structure clivée au candidat de l'endocatégorie et également pour une proposition formulée par une structure non clivée au candidat de l'endocatégorie, et ce, par rapport à une proposition d'entretien formulée par une structure non clivée au candidat de l'exocatégorie. En d'autres termes, on a moins de mots pour une proposition formulée par une structure clivée ou non clivée au candidat de l'endocatégorie par rapport à une proposition formulée par une structure non clivée au candidat de l'exocatégorie. Concernant l'étude des pronoms, eh bien, nous n'avons pas d'effet de la catégorie du candidat choisi de la modalité d'expression de la proposition d'entretien sur l'emploi des pronoms de la première et de la troisième personne du singulier, ainsi que sur leur place en actant. En revanche, on a un effet sur la place en acté dans la phrase. C'est-à-dire que pour une proposition formulée par une structure clivée au candidat de l'exocatégorie, on a une surreprésentation des répondants ayant employé la troisième personne du singulier en acté. En revanche, pour une proposition formulée par une structure non clivée au candidat de l'endocatégorie, eh bien, c'est le pronom de la première personne du singulier qui est employé. Pour la troisième étude, nous avions un total de 85 répondants non recruteurs. Encore une fois, nous avons un effet de la catégorie du candidat et de la modalité d'expression de la proposition d'entretien sur le rang moyen de mots employés dans l'explication. C'est-à-dire que le rang moyen des mots employés dans l'explication est moins important pour une proposition formulée par une structure clivée au candidat de l'endocatégorie par rapport aux 3 autres conditions. En d'autres termes, on a moins de mots pour une proposition formulée par une structure clivée au candidat de l'endocatégorie par rapport au candidat de l'exocatégorie et également par rapport aux propositions d'entretien formulées par une structure non clivée aux 2 candidats.
Enfin, donc pour les pronoms, eh bien, il n'y a aucun effet donc, de la catégorie du candidat choisi et de la modalité d'expression de la proposition d'entretien sur l'emploi des pronoms de la première et troisième personne du singulier, ainsi que sur leur place en acté et en actant dans la phrase. En revanche, on a un effet uniquement quand on s'intéresse au corpus des structures clivées. C'est-à-dire que pour les propositions formulées par une structure clivée, eh bien, les répondants ont été plus nombreux à employer les pronoms de la troisième personne du singulier pour un candidat de l'exocatégorie par rapport à un candidat de l'endocatégorie. Donc finalement, la première étude, elle tend à montrer qu'un recruteur qui formule une proposition d'entretien par une structure clivée est perçu en position plus dominante qu'un recruteur qui la formule par une structure non clivée qui est davantage en position neutre. Donc, dans l'étude 2, nous avions interrogé des recruteurs. Eh bien, il apparaît que l'emploi d'une structure clivée pour proposer un entretien, ainsi que d'un faible nombre de mots, indique une position dominante du recruteur ainsi que du candidat. En revanche, l'emploi d'une structure non clivée pour proposer un entretien, ainsi qu'un faible nombre de ainsi qu'un faible nombre de mots et de la première personne du singulier en acté, eh bien ça renvoie à une position dominante du candidat et dominée du recruteur. Ici, on a donc une relation asymétrique. En ce qui concerne le candidat de l'exocatégorie, eh bien, l'emploi d'une structure clivée pour proposer un entretien, ainsi que de la troisième personne du singulier en acté, indique une position dominante du recruteur et dominée du candidat. Ici, la relation est donc asymétrique et finalement, ça pourrait induire un traitement différencié du candidat de l'exocatégorie. Enfin, l'emploi d'une structure non clivée pour proposer un entretien, ainsi que d'un nombre de mots important, renvoie à une position dominée du candidat. Concernant la troisième étude auprès des non-recruteurs, donc pour le candidat de l'endocatégorie, l'emploi d'une structure clivée pour proposer un entretien, ainsi que d'un faible nombre de mots et un faible emploi de la troisième personne du singulier, indique encore une fois une position dominante du candidat et du recruteur. En revanche, l'emploi d'une structure non clivée pour proposer un entretien et d'un nombre important de mots renvoie à une position dominée du candidat. En ce qui concerne l'exocatégorie, eh bien, l'emploi d'un nombre important de mots, ainsi que de la troisième personne du singulier dans l'explication et d'une structure clivée dans la proposition d'entretien, indique une relation asymétrique pour laquelle le recruteur est en position dominante et le candidat en position dominée. Donc, ce qui peut encore une fois conduire à un traitement différencié du candidat de l'exocatégorie. Enfin, l'emploi d'une structure non clivée, ainsi que d'un nombre de mots important, indique une position dominée du candidat. Donc, une limite à notre étude pourrait être le fait que nous n'avons pas pris en compte certaines variables comme le genre des répondants, ce qui aurait pu influencer les données. En revanche, finalement, cette étude, elle montre que l'étude du langage, finalement, permet de mettre en évidence des rapports de domination dans le discours et plus particulièrement dans la manière dont on formule une proposition d'entretien et son explication. C'est-à-dire que seule une proposition d'entretien formulée par une structure clivée au candidat de l'exocatégorie induit des rapports asymétriques dans lequel finalement le recruteur est en position dominante et le candidat en position dominée. Et c'est particulièrement cela qui peut conduire à de la discrimination. Cela interroge donc finalement la place des actions de sensibilisation contre les discriminations qui ne sont pas forcément efficaces quand la discrimination prend une forme indirecte dans le discours. Il conviendra donc d'amener les recruteurs à modifier finalement leur attitude, leur croyance à un niveau implicite et à être très attentifs à la manière de formuler une proposition d'entretien et l'explication qu'ils vont donner aux candidats. Et enfin, pour de futures recherches, il serait intéressant de s'interroger sur les processus psychosociaux qui sont en jeu, tels que finalement les stéréotypes et les préjugés, et finalement, est-ce qu'ils apparaissent différemment selon la catégorie des candidats et la manière d'exprimer une proposition d'entretien. Donc voici la bibliographie et je vous remercie de votre attention. Merci, Alan. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Prenez le temps. Et la réflexion et des questions.
Je vais peut-être commencer pour lancer. Sur la dernière slide, parce que je me suis posé la question tout au long de votre présentation, à quel moment du processus de recrutement vous voyez l'opérationnalisation de ce que vous proposez? C'est-à-dire, vous avez compris ma question du coup. À quel moment vous pensez que ça peut se jouer, l'introduction de ce clivage et finalement de cette partition sociale, pour reprendre votre rapport dominé-dominant, qui est susceptible de produire des discriminations? Je vous remercie pour votre question. Donc, si j'ai bien compris, en fait, l'idée, nous, en fait, on a introduit la catégorie d'appartenance du candidat dans le CV. Et donc, selon nous, il est fortement possible que la distinction endo versus exocatégorie ou l'identification de la catégorie du candidat puisse émerger dès l'analyse des CV. Mais encore une fois, ça peut dépendre aussi parce qu'il y a certaines variables qu'on ne va pas indiquer dans les CV. Par exemple, nous, on a pris l'orientation sexuelle, mais il est très peu probable finalement que l'on indique dans un CV notre orientation sexuelle. En revanche, nous, justement, pour cette raison, on a pris l'association parce qu'on sait très bien que justement, en fait, à partir le fait de formuler notre implication dans une association LGBTQIA+, permet en outre d'identifier la personne comme appartenant à telle ou telle catégorie. Mais en soi, finalement, ça peut aussi apparaître dans l'entretien de recrutement. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? C'est votre réponse? Non, mais c'est une bonne réponse, effectivement, par rapport à ce que j'attendais, mais je vois où vous pouvez l'introduire. Je vois moins les effets de clivage. C'est surtout ça aussi qui m'intéressait. Je vois mal où on peut l'introduire dans le processus de recrutement. À part former les recruteurs à un certain mode de discours, c'est comme ça que vous le voyez? Ou en rendant les CV anonymisés, peut-être. Mais c'est vrai que les CV anonymisés n'ont pas été forcément très utiles ces dernières années. D'autres questions? Alors, j'ai une deuxième question. Moi, c'est sur l'usage du terme dominant-dominé que j'ai au départ un petit air. J'ai bien vu, Stella Cassane, j'ai bien vu, mais est-ce que vraiment c'est un rapport de domination dont vous traitez là, y compris la façon dont vous le mesurez? Est-ce qu'il n'y a pas un autre terme qui pourrait convenir plutôt que rapport de domination, qui est quand même un mot très fort pour pouvoir rendre compte du processus que vous décrivez? Je vous remercie pour votre question et peut-être que position haute ou position basse serait peut-être plus pertinent pour parler de ce dont on a voulu parler aujourd'hui, ou peut-être se mettre en position de supériorité, se voir en position de supériorité et voir autrui en position d'infériorité. Et je pense que c'est vraiment une question qu'on explorera dans les prochaines études de la thèse. Et c'était la première fois finalement qu'on présentait cette étude-là. Et justement, je trouve que c'est un bon exercice pour pouvoir mieux appréhender finalement ces résultats. Donc, merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé de verbes actifs, statifs. Vous n'avez pas des résultats là-dessus? On n'a pas exploré les verbes statifs et factifs. Okay. Et on a exploré les verbes déclaratifs en revanche, et il y a une différence. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, on va passer à la seconde communication. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter une communication réalisée avec Anne-Laure Deplace, Patrick Mollaret de l'Université de Paris 8 du laboratoire LAPS et Pascal Pansud du laboratoire LARAC de Grenoble. Et elle s'intitule donc « L'effet des gestes dans la validation d'une candidate lors d'un entretien de recrutement ». Donc, on reste dans le contexte. On a des attentes quant aux candidats, notamment face à un entretien de recrutement. C'est de rassurer le recruteur par un discours qui va témoigner de son adéquation au profil de poste, de ses compétences, de ses expériences attendues, mais également des valeurs sociales requises. Et on attendra également de lui une compétence, celle de connaître les normes sociales afférentes à la présentation de soi, verbale, mais aussi non verbale, participant à l'impression donnée. Notre questionnement, donc, c'est de savoir si les gestes peuvent participer à cette perception du candidat au même titre que son discours. On va réaliser 2 études, l'objectif étant de rendre compte de l'effet isolé, donc ça sera une première étude, et l'effet conjoint
Deuxième étude, du verbal et plus précisément des attributions causales, et non verbal, plus précisément la gestualité d'un discours dans un contexte d'évaluation comme l'entretien de recrutement, sur le jugement social et plus particulièrement sur les traits de compétence et d'assertivité. Concernant l'association ou le lien entre les attributions causales, la causalité et le jugement social, dans un contexte d'évaluation comme l'entretien de recrutement, la littérature montre qu'on va juger le candidat davantage sur sa compétence, l'assertivité perçue et sur donc la dimension d'agentivité que sur sa chaleur et sa moralité, la dimension de communalité. Si, justement, dans son discours, il usera plus de style causal interne plutôt qu'externe, alors il sera mieux perçu par l'évaluateur, plus positivement, avec un jugement meilleur en termes de compétences et d'assertivité, et on le recrutera plus facilement. Donc, dans ce contexte, on aura une première hypothèse de recherche sur la première étude qui essaiera de reproduire les résultats de la littérature. Le candidat au style causal interne devrait être mieux jugé sur sa compétence et son assertivité et plus recrutable que le candidat au style externe. Et nous verrons justement également si les gestes produits ont un impact conjoint sur le jugement du recruteur. Concernant la gestualité, on a des catégories diverses. On s'attardera sur la gestualité dite métaphorique et ponctuateur d'Argentin en 89, mais qui reproduit aussi d'autres catégories des auteurs traditionnels, notamment Ekman et McNeill. Alors, les ponctuateurs. Les ponctuateurs, c'est des mouvements de la main qui sont simples, répétitifs, comme des bâtons et des rythmes. Donc, ils vont accentuer certains mots ou syllabes, les rendant les plus saillants à leur écoute. Et on identifie dans la littérature qu'ils accentuent la portée des mots, donc ils rythment aussi le discours. Ils accompagnent souvent les discours dits persuasifs, visant à convaincre et à inciter à l'action. Donc, par exemple, dans les discours politiques, vous verrez souvent les politiques faire ce type de geste. Également, donc, les métaphoriques, c'est des mouvements de main qui se confondent visuellement avec les mots et les expressions sur lesquelles ils portent. Donc, par exemple, je monte l'escalier. Et donc, ils sont liés vraiment, on dit un geste co-verbal, lié au contenu sémantique du discours qu'ils vont décrire. Et donc, du coup, la fonction identifiée dans la littérature, c'est que ça va accroître l'attention et la compréhension de l'interlocuteur. Ils vont, par exemple, accompagner les discours pédagogiques pour se faire comprendre, pour justement rendre plus crédibles nos propos. On va avoir ce type de geste-là. Et par exemple, un enseignant va en réaliser un certain nombre. Donc, comme hypothèse, sur ces deux études, on tente donc de reproduire le résultat sur les attributions causales en première hypothèse. Et la littérature sur les gestes, il y a très peu, en fait, en psychologie sociale, on va avoir très peu d'articles qui montrent un lien entre les gestes et le jugement social. Donc, le peu qu'on ait, notamment Biancardi et Maricchiolo, vont montrer que quand on fait ces fameux gestes qui décrivent le contenu, les métaphoriques, on aura une impression de la personne plus en termes de compétences. Il ne parle pas d'assertivité, notamment, sur cette dimension, on va dire, verticale du jugement social, d'affirmation de soi. Sur l'hypothèse 2, toujours de la première hypothèse, donc on aura les effets isolés, justement, on va reproduire, essayer de montrer que les gestes métaphoriques donnent une impression de compétence et les gestes ponctuateurs, donc qui affirment avec les scansions, eh bien, on devrait, d'après leur fonction, même si ça n'a pas été montré, sauf par Henri Frigou en 2004, une impression d'assertivité. Et sur la deuxième étude, on aura une hypothèse d'interaction. Et là, on va supposer donc un jugement de compétence du candidat quand il réalisera des gestes donc métaphoriques, et avec un discours de causalité plutôt interne, donc un discours où il explique que, évidemment, ça vient de lui, et non pas d'indicateur extérieur. Sur l'assertivité, on va juger de façon plus assertive le candidat qui affirmera son discours par des gestes ponctuateurs et également cumulé avec un discours plus interne que dans les autres conditions.
Donc la première étude, on a réalisé 4 vidéos d'entretien de recrutement simulées, donc avec une candidate face à une recruteuse qui postule sur un poste de secrétaire de direction. Dans son discours, on a manipulé donc la nature des explications causales internes versus externes, et elle réalisait soit des gestes métaphoriques, soit des gestes ponctuateurs. Donc on faisait visionner un entretien seulement. Donc là, c'était des étudiants qui évaluaient. Alors soit ils entendaient le son de l'entretien et ils voyaient pas l'image, donc pas les gestes, soit ils voyaient l'image, donc les gestes et pas le son. Ils devaient donc ensuite remplir un questionnaire sur le degré supposé auto-attribué par la candidate qu'elle se serait donné, voilà, comme niveau d'internalité. Ensuite, sa personnalité, donc il remplissait donc selon des traits de compétence et d'aisance, 4 de chaque, et la qualité de sa présentation générale. Donc on avait 266 observations avec son et sans image. Et quand on était face à juste l'image, donc juste les gestes, on a gardé par souci de contrôle la façon dont les gestes étaient faits selon qu'ils étaient sur des attributions causales internes ou externes, même s'ils ne l'entendaient pas, de façon à voir si la façon de faire le geste sur un type d'attribution causale interne ou externe pouvait être différent et impacter le jugement. Donc sur la deuxième étude, on a repris les vidéos. Cette fois-ci, on a fait visionner par des recruteurs professionnels. Donc on en avait 80. Et là, ils visualisaient et le son et l'image. Et ils remplissaient un questionnaire sur le taux de recrutabilité de la candidate, sa personnalité en termes de compétences et d'aisance toujours, et son degré d'internalité auto-attribué de la même façon. Donc les résultats montrent déjà que quand elle donne des attributions causales internes, elle est vue comme plus interne. Quand elle donne des attributions causales externes, elle est vue comme plus externe. Sur les gestes, alors c'est quand elle réalise des gestes métaphoriques sur un discours interne mais qu'on n'entend pas, qu'elle va être jugée comme plus interne que les autres conditions. Et c'est lorsqu'elle réalise des gestes ponctuateurs, quel que soit sur quel contenu, qu'elle va être vue comme plus externe. Sur la présentation générale, c'est seulement quand elle est vue comme plus interne, quand elle donne du contenu interne, on la juge comme avoir une meilleure présentation générale. Sur le jugement social, pas de différence sur la compétence, donc ça ne valide pas cette hypothèse-là. Sur l'assertivité, ce qu'on voit, c'est que quand il y a un discours interne, elle est vue comme plus assertive, plus affirmée que quand il y a un discours dit externe. Et sur les gestes, de façon assez inattendue, à nouveau, on va trouver l'idée que quand elle réalise ces gestes des métaphoriques qui décrivent le contenu, elle va, et sur un discours interne mais qu'on n'entend pas, eh bien c'est là où on va la trouver plus assertive par rapport aux autres conditions. Donc, sur la compétence, pas de différence, sauf que ça sature toutes les conditions. Donc, elle est vue comme compétente, quelles que soient en fait les conditions. Et sur l'assertivité, c'est la candidate interne qui est vue plus assertive. Et c'est quand elle fait des gestes métaphoriques sur de l'interne, ce qui est contraire à ce qu'on pensait, puisqu'on pensait plus au ponctuateur, qu'elle est vue plus assertive. Sur la deuxième étude, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, à nouveau, là, cette fois-ci, c'est quand elle fait des ponctuateurs qu'elle est vue comme étant plus interne, donc des ponctuateurs que les métaphoriques. On la trouve plus recrutable quand elle a un discours de causalité interne, ça reproduit la littérature, plutôt qu'externe. Au niveau du jugement social, eh bien, pas d'effet à nouveau sur la compétence. Là, ce sont les recruteurs qui jugent. Et sur l'assertivité, il y a une tendance sur les gestes, ça veut dire que c'est quand elle fait des ponctuateurs qu'elle est vue plus assertive que quand elle fait des métaphoriques. Et on a une interaction qui est intéressante parce que cette interaction en fait, va montrer que
quand elle réalise un discours interne, eh bien, elle est vue comme assertive, qu'elle fasse des métaphoriques ou qu'elle fasse des ponctuateurs. Par contre, quand elle a un discours externe, eh bien, c'est quand elle fait des ponctuateurs, donc des gestes de scansion, d'affirmation, eh bien, qu'elle est autant assertive que les autres conditions. Par contre, pas quand elle fait des métaphoriques sur des attributions externes. Donc, en discussion sur la première étude, ce qu'on voit, c'est que c'est la candidate la plus interne, qui est perçue par les participants comme se percevant comme plus interne, qui est jugée plus assertive. En revanche, il faut qu'on soit là dans une configuration assez particulière, parce que c'est quand la gestualité métaphorique a lieu sur un contenu qu'on n'entend pas, qu'elle est jugée comme étant plus assertive. Sur la deuxième étude, c'est la candidate la plus interne, qui est la plus recrutable par le biais de l'impression d'assertivité. On a vérifié, il y a bien une médiation par l'assertivité, mais je ne vous la présenterai pas. Et les gestes métaphoriques, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait que là, ils désavantagent la candidate qui présente un discours externe. Par contre, quand il n'y a pas de discours, comme dans la première étude, ça a tendance à la valoriser. Et là, pourquoi ? On se dit que quand on voit quelqu'un qui fait des gestes et on n'entend pas, les gestes métaphoriques, en fait, qui décrivent le contenu, donnent quelque part le contenu. Et donc, selon comment ils sont faits, sûrement différemment, et peut-être même d'un point de vue non verbal, ils apportent quelque chose dans l'affirmation et les valeurs de la personne qui va lui donner plus d'assertivité que quand elle fait des ponctuateurs qui sont en fait des verbes de scansion, mais qui n'ont pas d'impact au niveau contenu quand on n'entend pas, évidemment. Par contre, les ponctuateurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils accompagnent et valorisent le discours, notamment le discours externe qui est dévalorisé dans un entretien de recrutement. Donc, quelque part, dans la forme, ils apportent une affirmation de soi et donc des valeurs sur la dimension de l'assertivité. Voilà, et donc les ponctuateurs, plus que les métaphoriques, ils vont être un rôle d'accompagnement des discours plutôt dévalorisés en présence du discours. Voilà, merci. Merci. Oui. Odile. Merci pour cet exposé tout à fait passionnant. Alors, je suis entre la question et la remarque. Au départ, c'était une question, style, causal, interne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? De quoi on parle ? Après, j'ai compris qu'il s'agissait du contenu, des explications. Hein. Parce que j'ai travaillé un petit peu sur ces choses-là en entretien de recrutement il y a 20 ans, mais j'ai utilisé les comportements langagiers pour mettre en scène, et c'est vrai que ça marchait pas du tout de la même façon. Les comportements langagiers, ça produit peut-être des choses un peu comme la gestuelle, des choses qu'on a du mal à prévoir. Se montrer interne en parlant, c'est utiliser, c'était dans mon opérationnalisation, des structures je, factif, objet. Ah oui. Ça, c'est très efficace pour faire inférer tout un tas de choses positives associées à l'internalité. Alors que expliquer, j'ai fait ça parce que je suis quelqu'un d'eux, donner des explications explicitement internes, ça fait pas la même chose. Oui. Voilà, donc cette expression style causal, elle mélange les deux, non ? Alors, elle mélange pas les deux dans le sens où, en fait, c'est l'ensemble des explications causales majoritairement internes créent un style causal. C'est pas l'attribution en elle-même. Du coup, c'est pour ça que j'ai usé de style causal et non pas d'explication en soi. Parce que l'entretien de recrutement, il était similaire exactement dans toutes les versions, sauf qu'il y avait une majorité d'explications causales internes ou externes à 75 exactement, 75%, 25%, de façon à ce que, parce qu'on sait, la littérature montre que un ensemble d'explications causales va valoriser une candidature. Mais quand elle est interne, tout court, elle peut dévaloriser dans le sens où ça peut médiatiser des valeurs du type individualiste, etc., trop importantes. Donc on a modéré de façon à rendre 75-25 prédominante un style. Voilà, c'est pour ça que j'ai employé le style et non pas, mais je suis d'accord.
du fait. Là, par contre, on a homogénéisé la présentation de la candidate qui disait « je », etc. Les autres indicateurs sont homogènes. Merci. Merci pour cette présentation. Moi, je me questionnais en fait sur les résultats. Donc, si j'ai bien compris, il y a un effet de l'attribution sur le jugement de recrutabilité. C'est-à-dire que plus la candidate est interne, et plus elle est jugée recrutable. Oui. Et en fait, je suis surprise par ce résultat parce que on attend des femmes de la modestie. Et en fait, dans la littérature sur le backlash, on voit que les attributions internes peuvent être liées à des comportements d'autopromotion. Or, l'autopromotion, quand elle est réalisée par les femmes, est l'objet de backlash. Et donc, je m'attendais peut-être plutôt à ce que le discours interne soit défavorable aux femmes en termes de recrutabilité. Alors, pas en termes de jugement de compétence, parce qu'effectivement, c'est lié au statut et donc à un jugement de compétence élevé. Mais par contre, je me demandais s'il n'y avait pas justement un effet sur la recrutabilité avec des femmes qui sont backlashées quand elles se montrent, quand elles ont des comportements d'autopromotion, dont l'attribution interne des succès. Oui. Alors, en fait, du point de vue du style causal en elle-même, en ayant cette proportion-là de 75-25, en tout cas, c'est clair, et le taux de recrutabilité est assez élevé, c'est clair que d'après les recruteurs, en tout cas les recruteurs qu'on avait, c'était plutôt favorisant, même si ça venait d'une femme. Bon, après, c'est sur un poste de secrétaire de direction. D'accord ? Donc, ce n'est pas un poste peut-être suffisamment de haut statut où là, il pourrait y avoir... peut-être que c'est sur ce point-là aussi, on n'a pas fait jouer le haut statut de... Statut, effectivement, avec Exactement. Un poste à responsabilité, un poste qui est étiqueté comme masculin. Oui. Ok, merci. Et on n'a pas comparé, on a homogénéisé, mais on n'a pas comparé avec des hommes. Oui, moi je voulais juste faire une remarque. L'autopromotion, c'est une tactique de gestion des impressions, tous les travaux des chercheurs américains nous le montrent, qui est valorisée positivement par les recruteurs. Peut-être pour prolonger la remarque avant, je m'interrogeais sur la question de la valence des arguments, enfin dans ce raisonnement causal, ils sont tous positifs parce qu'on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des effets de valence, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux vu de mettre ses qualités de manière interne ou ses défauts. Alors on sait aussi que mettre ses défauts de manière interne, c'est aussi valorisé, mais est-ce que vous avez testé la valence ou c'était que positif Alors on avait le même schéma, mais c'est vrai qu'il y avait par exemple des questions de la recruteuse qui, par exemple, pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi. Donc, on a fait en sorte que les valences, même si c'était négatif, elles soient valables partout. C'était pas forcément toujours très positif, hein, mais on a suivi un schéma assez conforme d'un entretien de recrutement où le recruteur jouait pas à un rôle toujours favorable vis-à-vis de recruteur, mais de le mettre aussi, lui poser des questions sur son parcours et donc pas forcément toujours dans un sens positif. Donc malgré ça, en fait, c'est comme il est toujours conforme cet entretien, c'est vraiment la mise en exergue des explications causales et des gestes qu'on voulait mettre en évidence sur les impressions données. Voilà. Merci. Justement, donc, pour poursuivre un peu la question qu'il y avait sur le sujet de l'autopromotion, et peut-être une remarque également, je me questionnais vraiment en fait sur le contenu, la façon dont avait été conçue cette internalisation. Puisque si on s'intéresse justement aux résultats et aux travaux de Gangloff sur la norme d'allégeance, justement, il y avait vraiment cette idée de conformisme plutôt que d'internalité qui était valorisée dans le cadre des entretiens. Donc, comment est-ce que ça a été pris en compte Là, on n'a pas utilisé cette catégorisation. On était vraiment sur une catégorisation plus classique, juste en termes d'interne et externe.
en se référant à la norme d'internalité. Et c'est vrai qu'on a réalisé plusieurs études dans ce sens-là, et à chaque fois, ça fonctionne. Hein. À chaque fois, le discours interne est plus valorisé que le discours externe, et sans tendance, c'est vraiment toujours très, très clair. Voilà. Donc après, bon, voilà, on l'explique par les valeurs auxquelles ça fait référence, qui médiatisent la décision, mais et qui sont contestables en soi, mais contextualisées dans notre société, voilà, etc. Bien, d'autres questions? Eh bien, merci à nouveau. On va passer à la communication suivante. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va changer vraiment de contexte. Du coup, on laisse la partie de recrutement et en plus, on change de discipline parce que nous, on s'ancre plutôt dans les sciences du langage et particulièrement dans la linguistique interactionnelle et l'analyse des conversations. Donc, notre présentation vise plutôt à la méthodologie et particulièrement à la manière dont on fait des transcriptions. Donc, pour les personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec les sciences du langage, dans la linguistique interactionnelle, toute notre étude s'appuie sur une transcription la plupart du temps multimodale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on transcrit pas seulement les discours, mais aussi les regards, la posture, les gestes, toute la partie non verbale, les pauses, les intonations, etc. Mais on va vous présenter un contexte particulier, et c'est quand on essaye d'étudier précisément cette interaction in situ dans un contexte qu'on appelle sensible, parce que c'est le contexte médical, c'est le contexte de santé. Et donc notre présentation s'appelle « Étudier l'interaction in situ à l'hôpital, un défi aux chercheurs ». Donc m'accompagne Louise Robert, qui travaille pour le CHU de Montpellier-Rios. Et donc je me présente, je suis Natalia Osorio de l'Université Paul Valéry. Donc, quand on parle de communication ou d'interaction en contexte médical, on les nomme des interactions institutionnelles. Ça veut dire quoi? On met en contraste généralement avec la conversation ordinaire. Donc, la conversation ordinaire, c'est celle qu'on a tous les jours et dans laquelle il n'y a pas forcément un préformatage. C'est-à-dire qu'on a des tours de parole qu'on appelle spontanés et même des thématiques spontanées. Dans l'interaction institutionnelle, il y a un préformatage et il y a un ordre de tours de parole déjà établi. Exemple, si je vais chez le médecin, je sais exactement quels sont les attendus. Il y a certaines étapes qu'on reconnaît, et donc c'est ça qui nous permet de les catégoriser comme interaction institutionnelle. Mais ce type d'interaction, les dernières années, ont beaucoup évolué avec l'introduction d'artefacts technologiques qui viennent modifier déjà les rapports médecin-patient, les rapports avec l'accompagnant, et qu'aujourd'hui, du coup, on a ce qu'on appelle des interactions socio-techniques. Parce que cet ordinateur, le téléphone, la tablette, l'iPad, etc., devient presque un acteur dans cette interaction. Et donc, on essaye d'étudier précisément la place qui ont ces artefacts technologiques plutôt dans cette interaction institutionnelle. Alors, après cet ancrage théorique, le contexte de cette recherche, donc ça se déroule au CHU de Montpellier. C'est un projet interne au CHU. Le projet s'appelle ERIOS, Espace de recherche et d'intégration des outils numériques en santé. Et l'objectif, c'est d'étudier l'impact des technologies dans l'interaction médicale, en particulier en consultation. Mais quand on dit en consultation, ça peut être dans le bureau du professionnel de santé, mais aussi au lit du patient. Et donc, c'est un projet qui se mène sur plusieurs années. Et quand on étudie l'impact des technologies d'information-communication, on va tout autant regarder celles qui sont déjà présentes et en évolution, donc notamment et principalement le dossier patient informatisé. Donc, depuis les années 2000, les consultations médicales ont beaucoup changé avec l'informatisation. Et puis, plus récemment, l'introduction ou l'expérimentation de technologies d'IA générative. Donc, voilà, ce sont les deux focus de ce projet-là. Et donc, on est une équipe pluridisciplinaire. On a des méthodes mixtes pour observer tout ça, parmi lesquelles celle de la linguistique interactionnelle. Et donc, nous, comme l'a précisé Natalia avant, on prend en compte cette multimodalité-là. Et donc, pour étudier les interactions,
on avait pour objectif de les filmer, ainsi que ça se fait en linguistique interactionnelle. Et donc, il y a eu une demande qui a été faite au comité éthique et scientifique du CHU et qui s'est conclue par l'autorisation de pouvoir enregistrer l'audio et de mener des observations de type ethnographique en direct, mais non pas de faire des enregistrements vidéo. Donc voilà pour le contexte. Et donc, nous, notre objectif, il se situe à mi-chemin entre cet ancrage théorique, celui de vouloir saisir les dynamiques interactionnelles des consultations, deux consultations qui sont fortement technologisées, c'est-à-dire que, en fait, la présence de la technologie va structurer et organiser thématiquement la manière dont se déroule cette consultation, et donc va avoir un impact sur la distribution des ressources attentionnelles, sur les postures, sur les regards. On va avoir des temps d'interaction où le professionnel de santé, donc ça c'est très fréquent, est totalement dirigé vers la technologie, et d'autres temps où la technologie peut être mobilisée dans l'interaction comme une ressource pour favoriser la relation médecin-patient. Et donc nous, on a voulu s'adapter au contexte contraint de la recherche à l'hôpital, et donc cette limite que l'on avait rencontrée de ne pas pouvoir mobiliser l'outil principal de la linguistique interactionnelle, qu'est la vidéo. Parce que du coup, quand on se trouve dans ce cas dans lequel on ne peut pas mobiliser la vidéo, pourquoi c'est fondamental pour la linguistique interactionnelle? Parce qu'on fait des révisionnages. Et on va venir comparer la transcription, faire révisionner, ajouter, compléter un peu toute cette information. Là, on ne pouvait pas. Du coup, on nous a dit, OK, vous avez l'autorisation de faire l'observation en direct. Vous pouvez être dans le cabinet pendant la consultation. Vous pouvez enregistrer l'audio, mais vous ne pouvez pas filmer la partie multimodale, c'est ça qui nous intéressait. Du coup, on a décidé d'adapter la méthodologie type de l'analyse conversationnelle et de la linguistique interactionnelle, qui c'est par la transcription avec des symboles par rapport aux mouvements, aux gestes, mais on a essayé de l'adapter, de créer un nouveau, on va dire, on a essayé d'adapter, ajouter certains symboles pour compléter et pouvoir faire une transcription in situ qu'on pourra compléter par l'audio qu'on a enregistré. Donc, on a décidé c'est un contexte assez établi, c'est une interaction institutionnelle. Donc, on a médecin, patient, accompagnant d'eux, et on a certains symboles qui vont venir nous faciliter la transcription. Ça veut dire quoi, faciliter? Qu'on ne va pas forcément écrire tout en disant médecin, regard, patient, mais du coup, on met les symboles, donc par exemple M, pourcentage, P, et comme ça, on sait déjà à quel moment le médecin a regardé les patients. On est dans cette première étape on va dire, des tests. Donc, pour l'instant, on a listé nos signes. Et on a fait un premier test avec une consultation simulée avec un médecin. C'est une fausse consultation d'infectologie. Donc, on avait notre médecin, notre patiente, et on a été toutes les deux pour faire l'observation et après pouvoir aussi comparer notre inscription pour voir si notre système de symboles peut marcher ou pas forcément. On a fait l'enregistrement pour cette fois-ci vidéo, vu que c'est une fausse consultation, mais forcément, l'objectif sera vraiment de nous adapter à avoir exclusivement l'audio. On est dans cette étape. Alors donc, l'objectif du test, c'était de tester notre aisance en fait avec les signes qu'on avait choisis. C'est aussi pour ça qu'on a fait un enregistrement vidéo pour ce cas-là, puisque ensuite on peut remobiliser l'enregistrement vidéo pour voir s'il y a des choses qui auraient pu nous échapper. Et donc, nous, ce qu'on voulait vraiment, puisqu'on est à un moment extrêmement exploratoire et un début de recherche, c'était voir déjà, est-ce qu'on arrive à noter vite et est-ce qu'on se souvient bien des signes? Est-ce qu'ils sont cohérents et efficaces? Et puis, identifier de potentiels problèmes pour pouvoir, en fait, dresser le programme de notre recherche et identifier le plus vite possible les axes d'amélioration. Et donc, à la suite de ce texte, on a transcrit l'audio et puis chacune séparément, on a pris nos notes d'observation in situ et on les a transférées en s'appuyant sur l'audio pour pouvoir, puisque de toute façon dans le projet final, c'est comme ça qu'on pourra travailler, pour pouvoir ensuite annoter la transcription de l'audio et puis on a comparé nos notes et discuté sur l'expérience de prise de notes. Donc, je me permets juste d'ajouter une petite précision. Ça, c'est les conventions ICOR
qu'on utilise généralement dans la linguistique interactionnelle. Donc, on essaye vraiment déjà de nous adapter le plus rapidement possible à la méthodologie propre de notre discipline et en intégrant, du coup, notre nouvel système. Donc, les premiers résultats qu'on a dans cette phase test, c'est qu'en réalité, ça s'est avéré assez facile pour l'utilisation. On appréhendait même un peu plus, on s'était entraîné et tout, et finalement, sur place, ça allait. On avait un symbole, par exemple, l'arrobas, qu'on avait dit, ça sera pour parler. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément nécessaire et qu'au contraire, ça pouvait créer, ça pouvait nous servir pour une autre activité, surtout qu'avec l'audio, on a les tours de parole. Donc déjà, on avait tours de parole et parler, ça pouvait créer de la redondance. Pourquoi pas, par contre, on s'est dit pour pouvoir les mobiliser pour la redondance ou pour la simultanéité. Donc ça, c'est à voir, on est encore en train d'étudier ça. Quelques axes à travailler en priorité, que cela nous a montré. La distribution des regards, parce que pour l'instant, on a noté les regards, mais on n'a pas encore précisé la posture exactement. D'habitude, on divise en segments les corps, donc probablement, on va commencer à mobiliser aussi cela. Et la nécessité d'une synchronisation, forcément, entre les notes, soit avec les temps, si on a par exemple l'écran de l'enregistreur, on peut noter exactement à quelle seconde cela s'opère, soit par exemple pendant notre phase test, on l'a fait avec des mots, donc certains mots nous servaient un peu de rappel, parfois avec des minutes. Pour l'instant, on a un peu alterné, mais ça c'est indispensable de préciser et choisir exactement. Et on s'est rendu compte aussi, du coup, dans une période assez expérimentale, que ça devenait beaucoup plus rapide et facile notre transcription, parce que ça, c'est les phases de transcription qu'on faisait avant, où on notait absolument tout, donc ça devenait des pages et des pages pour une seule consultation. Et quand on arrive à mobiliser nos symboles, ça devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique, qu'après, bien sûr, vous l'avez vu, on les complète avec la partie verbale quand on fait la transcription complète. Oui, ce qui peut être intéressant aussi sur le fait de ne pas prendre autant de notes, c'est qu'un des objectifs du projet, c'est d'aller dans toutes les spécialités médicales du CHU et puis d'aller voir tout type de consultation. Donc, on va aller voir une consultation avec les différents métiers du service, mais également après, il faut voir des premières fois, des suivis, des bilans. Et donc, en fait, on a une équipe dédiée pour ça et on va dans un très grand nombre de consultations. Donc, se retrouver avec des milliers de pages, ce n'est pas l'objectif. Donc, pour les étapes à suivre, il va falloir continuer à comparer avec les vidéos, donc continuer à faire des tests et puis aussi solliciter nos pairs pour pouvoir améliorer donc dans notre discipline et puis aussi poursuivre les échanges avec d'autres disciplines pour l'enrichir, puisque la prise en compte de l'impact des technologies dans l'interaction et dans l'interaction médicale a été abordée dans d'autres champs que le nôtre, donc ça pourrait aussi l'enrichir. Et puis, on va constituer un corpus pour faire une étude statistique sur l'accord inter-annotateur dans les mois qui viennent. Et pour conclure, alors évidemment, il y a des biais éventuels qui sont nombreux, donc il faudra avancer sur cette question-là. On a quand même identifié qu'il faut une excellente connaissance du terrain et donc de la littérature du terrain pour pouvoir annoter comme ça. Alors, on est sur un contexte très particulier, sur la place de l'ordinateur, sur la distribution des ressources attentionnelles. On imagine que ça serait intéressant de l'expérimenter dans d'autres contextes contraints. Alors, quand on dit contraint, c'est surtout contraint par l'impossibilité de filmer. Alors, ça pourrait être en prison, ça pourrait être dans des salles de classe, enfin, d'autres choses pourraient être imaginées. Et donc nous, alors là, c'est une autocritique qu'on se fait par rapport à notre propre discipline, c'est que évidemment, on n'est pas dans ce que fait l'ethnométhodologie ou l'analyse de conversation, qui vont être dans une démarche de ne pas savoir ce que tu cherches avant de le chercher. Et nous, du coup, on va peut-être plus s'ancrer dans une mouvance de linguistique appliquée et plus opérationnelle que les fondements de notre discipline. Mais comme ils ne sont pas très présents aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup. Bien, des questions? J'en ai deux petites pour comprendre. Alors, il y a deux. Vous voulez travailler dans le prolongement sur, j'ai pas bien compris, sur les indicateurs statistiques qui permettent de mesurer l'accord interobservateur, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Il y a une équipe de statisticiens dans... Ça existe ça déjà, non? Il y a pas de Cohen. Oui, voilà, exactement. Okay, c'est exactement ça qu'on envisage. Okay. Oui. Et puis, alors, la question en amont, c'est peut-être parce que j'étais inattentif à un moment, mais c'est quoi le motif qui vous a été donné pour pouvoir assister, enregistrer, mais pas... disons qu'en fait, ça ne dépend pas du comité éthique. Alors moi, je suis agent de ce CHU, je suis soumise du coup au secret professionnel, mais c'est la CNIL en fait qui est beaucoup plus regardante. Et puis vu le volume
Du coup, le comité scientifique et éthique a dit, nous, oui pour l'audio, oui pour les observations, mais si vous voulez faire des vidéos, c'est la CNIL. Voilà. Ok, merci. Je me permets juste de compléter par rapport à la première question. Et c'est la partie statistique, c'est aussi pour pouvoir opérationnaliser un peu le système. Parce que vu qu'on veut aller à plusieurs, donc ça nous permettra vraiment de pouvoir comparer et voir que nos annotateurs seront tous alignés sur les mêmes objectifs de recherche. Ok. D'autres questions? Merci pour votre présentation. J'ai peut-être mal compris, mais comment vous arrivez à marquer la chronologie par rapport à vos signes? Parce que je vois le carnet, mais après je me disais, mais comment dans la retranscription vous faisiez ça? Et puis ma deuxième question, c'est quand il y avait un bébé avec la maman, comment vous faisiez aussi? Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, précisément pour cette phase test, parfois on note avec les secondes, si on a accès à l'écran pour voir l'enregistreur à quelle seconde il va, soit avec des mots. Selon les médecins, les mots qu'il a dit, on marque le mot et on dit un peu. Donc après, il nous faut lire. L'objectif précisément pour la phase 2, c'est de pouvoir établir un seul système. Et par rapport à l'accompagnant, nous, pour l'instant, on a choisi accompagnant 1 ou 2, indépendamment du type d'accompagnant. Donc, si c'est le cas d'un bébé, il faudra par contre faire beaucoup plus attention à la posture, les segments du corps et les regards. Merci beaucoup pour la présentation. Personnellement, j'aime beaucoup le système. Ça donne des idées pour les entretiens qui sont pas forcément simples à enregistrer, effectivement. Mais je me posais la question plutôt de l'impact que ça peut avoir. Si vous êtes deux dans la pièce en train d'écrire constamment, en fait, durant tout, quel impact ça peut avoir effectivement sur la personne, en particulier le patient qui est en train de parler? Alors là, on est 2 en phase de test sur une fausse consultation, mais l'objectif ne sera jamais d'être 2 en consultation. Encore que, en consultation à l'hôpital, il y a très souvent plus que le médecin. Il y a des internes, donc les patients sont très habitués à ça. Et on fait déjà les observations. Là, depuis 2 ans, on va en consultation, on prend des notes, on fait des entretiens avec les patients. Alors, je l'ai dit, c'est des méthodes mixtes, donc on a d'autres méthodes que celle-ci. Et on est généralement très bien accueillis. Alors, il faut dire en plus que dans ce contexte-là, on est... moi, je suis chercheur en sciences du langage, mais je suis aussi agent du CHU. Donc, on a des blues et le projet est extrêmement bien intégré au CHU. Après, pour d'autres contextes que celui de l'hôpital, là, je ne saurais dire. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très très intéressant. Moi j'ai une question de curiosité, parce que je suis souvent amenée dans ce genre de situation, et c'est vrai que c'est très compliqué. Vous avez demandé à la CNIL et ils vous ont dit non, ou vous n'avez pas demandé à la CNIL? On a un dossier qui est en cours, mais en fait, je pense qu'il est important de développer une autre approche. Parce que dans tous les cas, l'hôpital étant un contexte extrêmement changeant, se déplacer avec des caméras, et puis dans cette dimension-là, il ne faut pas placer qu'une seule caméra. Il faut en placer plusieurs. Les box de consultation changent à la dernière seconde. Les consultations sont interrompues parce qu'on voit le médecin, ensuite on passe avec les infirmiers, ensuite on revient. Donc je pense que, quoi que dise la CNIL, dans tous les cas, il nous faut un système qu'on puisse mobiliser beaucoup plus facilement. Oui, et puis en plus, les patients seront peut-être moins réticents à un enregistrement audio par rapport à un enregistrement vidéo. Complètement. Okay. Et en fait, comme on se situe déjà dans ce CHU-là, dans l'expérimentation d'une IA de reconnaissance conversationnelle, il y a déjà, en fait, les patients ont déjà accepté qu'il y ait cette IA de reconnaissance conversationnelle qui enregistre l'audio. Donc nous, l'enregistrement de l'audio, ça c'est très facile, c'est déjà fait par ce logiciel qui est en train d'être expérimenté dans le CHU. Okay. Merci beaucoup. Ce que vous mesurez, c'est le changement de posture, ou il y a des catégorisations auxquelles vous faites appel précises de littérature sur les différentes postures à chaque fois? La posture, c'est simplement un des outils de la communication non verbale pour nous. Et dans la linguistique interactionnelle, on a surtout des objectifs de recherche. Donc là, par exemple, c'est de voir la place de l'ordinateur ou des outils technologiques qui prennent dans l'interaction médicale. Après, on peut l'enrichir et les mobiliser vers d'autres objectifs de recherche.
Pour l'instant, on se focalise principalement dans la manière de faire cette transcription. C'est une question plutôt méthodologique, mais on pourra l'adapter au fur et à mesure selon l'intérêt de recherche et de l'objectif, parce que notre intérêt, c'est d'étudier l'émergence aussi de l'action pendant l'interaction. À quel moment la posture a changé, à quel moment elle revient. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il nous faut vraiment pouvoir centrer la partie de la chronologie. Merci. Oui, effectivement, parce que dans ce contexte-là, la posture, et ça revient à des choses qui ont été dites ce matin, elle traduit le temps consacré à la saisie des informations sur le logiciel. Donc évidemment, ça sera à compléter, mais nous, on a vraiment pris la posture comme je suis tourné vers le clavier ou je suis tourné vers le patient. Bien, d'autres questions? Eh bien, on va s'accorder une petite pause agrémentée de 10 minutes de plus. C'est ça, le café est prêt. Edith a tout préparé, donc vous êtes conviés à la pause.